présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Donc commençons, Christian Jacob, par la politique intérieure. Finalement, avec Mickaël, nous réfléchissions avant de vous recevoir, ce qui est tout à fait normal. Et on se disait, mais est-ce que Jean-François Copé n'est pas en train de faire une sorte d'erreur politique comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire en partant au dernier moment d'arriver finalement derrière François Fillon, qui est en train de s'installer tranquillement comme le leader virtuel de l'opposition, même s'il n'est toujours pas président de l'UMP. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'erreur stratégique ? Écoutez, pour le moment, nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'organiser l'opposition parlementaire. C'est ce que nous a fait. Oui, mais enfin, c'est ça l'actualité. On vient d'avoir le discours de politique générale du Premier ministre avec des choses invraisemblables dedans, et donc on organise la réponse. Sur le reste, écoutez, nous avons un débat qui est prévu au sein de l'UMP, avec une élection qui est prévue au mois de novembre, et puis la date de dépôt des candidatures est jusque fin août, donc chacun des candidats vont s'organiser. Donc il n'y a pas d'urgence, d'après vous? Non seulement il y a pas d'urgence, mais l'urgence c'est plutôt d'avoir... Il n'y a pas de risque que, de votre point de vue, qui soutenait Copé, que Fillon finalement s'empare de l'opinion des militants et d'une pression de l'opinion publique sur les militants, en tout cas de l'opinion publique de l'opposition d'aujourd'hui. D'abord, les militants sont les militants, l'opinion publique est l'opinion publique. Ouais. Et ensuite, on a la nécessité, en s'appuyant sur le bilan qui a été celui de la précédente majorité et bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy, de tirer un certain nombre d'enseignements pour se remettre en situation de reconquête. C'est ce que fait Jean-François Copé, qui a été un des animateurs très présents dans la campagne des présidentielles et de la campagne des législatives. Et aujourd'hui, il est dans l'exercice de ses responsabilités de secrétaire général. Viendra le moment où, je le souhaite pour ma part, il déclarera sa candidature. Alors justement, avant qu'on parle avec Mickaël de toute l'actualité, c'est-à-dire à la fois du discours de Jean-Marc Ayrault et la politique, je voulais vous poser une petite question. On est un peu dans le SI, justement, SI Jean-François Copé, et là, je vous ai amené les journaux, parce qu'il n'y a pas de journaux nationaux en France, le Wall Street Journal et Financial Times. J'allais dire, et si Hollande, depuis le début, avait raison sur la finance? Parce que quand on voit l'histoire de la Barclays, avec des traders qui, à coups de champagne Bollinger, manipulent les taux, ce qui provoque un scandale terrible en Grande-Bretagne, est-ce que fondamentalement il n'a pas raison sur cette affaire-là? Écoutez, est-ce que c'est pas ça l'origine de la crise, c'est-à-dire que les banques se moquent du monde? Non, moi je pense que l'origine de la banque, les banques ont été un des éléments de la crise. On l'a vu en 2008 avec Lehman Brothers, avec d'ailleurs la capacité de réaction qu'avait eu Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que notre système bancaire en France ne s'est pas effondré. Quand il s'effondre aux États-Unis, on voit bien que c'est toute l'économie qui subit le choc. Ce sont les maisons qui sont à vendre partout. On n'a pas connu ça en France parce qu'on a réussi à mettre en place un système de prêts et de cautionnement pour faire en sorte... Les banques, ça n'est pas quelque chose d'immatériel. Les banques, c'est votre compte courant, c'est le mien, c'est celui des entreprises. Ouais. Donc quand les banques s'effondrent, c'est toute l'économie. Financier des banques. On est en train d'essayer de réévaluer ce qui se passe, puisque finalement tout le monde est dans une sorte de désordre et de panique. Il y a des plans sociaux, il y a des problèmes économiques, il y a la rigueur, l'austérité. Je vous dis, on va en parler. Mais là, on voit bien quand même qu'il y a une responsabilité incroyable. Des gens qui manipulent les taux tous les matins en échangeant des coups de fil plus ou moins anonymes et en empochant des commissions monumentales. Non, on avait réagi là-dessus. Que ce soit Nicolas Sarkozy ou le précédent gouvernement avait réagi là-dessus. Bien souvent, les banques sont une conséquence et un amplificateur. Bon, ça a été le cas, je vous dis, avec Lehman Brothers. Ça aurait pu être le cas si on n'avait pas réagi immédiatement en France en 2008. On aurait pu se retrouver dans une situation comparable. Christian Jacob, aujourd'hui, l'organisation, la CGT annonce le plan noir, la liste noire des plans sociaux, notamment 75 000 emplois sur le carreau, et la gauche parle de votre héritage. En gros, vous auriez mis tout ça sous le tapis pendant la campagne. Vous avez entendu Jean-Marc Ayrault, vous avez même répondu. Oui, enfin, c'est n'importe quoi de réagir comme ça. Est-ce que vous imaginez qu'un chef d'entreprise attend un coup de téléphone du président de la République, du Premier ministre, d'un leader de telle ou telle majorité pour déclencher un plan social? Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et pourtant, François Chirac, pendant la campagne, vous l'avez dit aussi, il y avait des plans sociaux cachés.
ils ne sont pas cachés, enfin, ils ne sont pas de la responsabilité. Attendez, on n'est pas dans une économie administrée, ce sont des entreprises privées, ça n'est pas ni Nicolas Sarkozy, ni n'importe quel leader à droite qui décide du déclenchement d'un plan social. Enfin, c'est vraiment avoir une vision de l'économie totalement décalée et archaïque d'imaginer ça un quart de seconde. Moi, ce que je crois aussi, c'est que l'effet amplificateur, c'est peut-être ce qui est en train d'être annoncé en ce moment, notamment dans le collectif budgétaire. Justement, à propos de ce collectif budgétaire, Jean-Marc Ayrault a dit que c'était une politique de gauche réaliste. Est-ce qu'en fait c'est une politique de droite qu'il applique? Non, il applique une vraie politique de gauche, c'est-à-dire taxer, taxer, taxer toujours davantage les familles, les entreprises, augmenter les dépenses publiques. Non, il est dans une vraie politique de gauche. C'est contre les riches? C'est contre l'économie, contre l'entreprise, contre les ouvriers. Quand il supprime la défiscalisation des heures supplémentaires pour un salarié qui est au SMIC, c'est 150 à 200 euros qui vont être supprimés sur son pouvoir d'achat chaque mois. C'est ça la réalité de la politique engagée par M. Ayrault. Vous savez, quand il supprime les heures supplémentaires, quand il augmente les cotisations vieillesse de 7%, qui est-ce qui va payer la note? Ce n'est pas les patrons du CAC 40 qui prennent les heures supplémentaires, ce sont bien les ouvriers d'usine, ce sont les salariés, ce sont les cadres C dans la fonction publique. C'est eux qui vont payer la note. Et alors, comment vous expliquez rétrospectivement, Christian Jacob, que finalement, ces arguments que vous nous donnez aujourd'hui et que vous avez donnés pendant la campagne électorale ont quand même abouti à une victoire de la gauche, non seulement à la présidentielle, mais après aux législatives? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas les arguments qui aboutissent à une victoire. J'ai pas dit qu'ils n'étaient pas pertinents. Ils sont pour certains d'entre eux tout à fait pertinents. Mais pourquoi les Français les ont rejetés? Parce que on a la TVA sociale sur lequel vous revenez beaucoup en disant qu'ils ne doivent pas l'annuler. C'est quand même un élément fondamental pour lutter contre les délocalisations. Pourquoi les Français ont dit non, on n'en veut pas? Parce qu'on a vécu 5 ans de crise et vous faites le tour de l'Union européenne. Il n'y a malheureusement pas un chef d'État ou de gouvernement qui a résisté à cette situation de crise. Moi, j'essaye d'être pragmatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un pays au monde qui organise la relance en disant on augmente le coût du travail et on baisse le pouvoir d'achat des salariés? Est-ce qu'il y a un autre exemple? Il faut vraiment être socialiste français, s'appeler François Hollande et Jean-Marc Ayrault pour imaginer cela. Et la note, on va la payer. La note, les ouvriers, les salariés, les bas salaires vont la payer, cette note. Justement, puisqu'on parlait de la presse anglaise, le Financial Times écrit aujourd'hui qu'il n'y a pas de pays qui réduit ses déficits en instaurant une fiscalité conservatoire et confiscatoire. Pardon. Et surtout en faisant exploser en même temps les dépenses publiques. Alors, et sur l'affaire des 75% qui va devenir quand même une affaire symbolique de la bataille droite-gauche, est-ce que vous pouvez nous dire dès ce matin que vous avez tout fait pour que le Conseil constitutionnel revienne sur cette disposition qui a été réannoncé par Jean-Marc Ayrault en votre présence, donc l'autre jour à l'Assemblée? Est-ce que ça va devenir le combat de l'automne, cette affaire-là, d'un point de vue symbolique? D'un point de vue symbolique, on est effectivement dans la caricature. Parce que cet impôt est totalement irresponsable, il est caricatural, parce qu'on sait qu'en réalité, d'ailleurs, ça n'est pas 75%, puisque si on ajoute la réévaluation de l'ISF, si on ajoute la CSG, le CRDS, on va être à, je ne sais pas, 85, 90%, et pourquoi pas 100% et plus, ça ferait plaisir à M. Mélenchon. Mais est-ce que c'est comme ça, sérieusement, que l'on relance l'économie? Ce qui est important à prendre en compte dans les propositions qui sont faites, c'est de regarder quelles ont été les recommandations de la Cour des comptes. La Cour des comptes, M. Didier Migaud, ça n'est pas un sympathisant de l'UMP, membre du Parti socialiste, M. Didier Migaud. Dans le rapport de la Cour des comptes, il incite à aller dans la continuité, c'est-à-dire de continuer à réduire les dépenses publiques, et il dit par ailleurs qu'il faut trouver un équilibre 50-50 dépenses-recettes. Or là, les premières propositions qui sont faites, c'est que pour 1 milliard d'euros qui reste à démontrer de réduction de dépenses, c'est 7 milliards et demi d'augmentation des recettes. Alors l'augmentation des recettes, c'est le terme pudique pour dire matraquage et impôt. C'est impôt, augmentation des recettes. Mais est-ce que, je reviens à la question, est-ce que vous considérez que justement la bataille symbolique de l'automne, puisque nous sommes déjà dans une période de pré-vacances politiques, ça va être justement la bataille des 75%? Mais il y aura ce sujet, mais il y aura aussi beaucoup d'autres sujets. Il y aura le PLFSS avec l'augmentation des cotisations vieillesse de 7%.
7%. Et là aussi, est-ce qu'on imagine dans un autre pays au monde qu'on avance l'âge de la retraite? On va être le seul pays au monde à décréter qu'en période de crise, il faut alors que la durée de vie s'allonge, il faut avancer l'âge de la retraite. Il n'y a pas un autre exemple. On va être les seuls à faire ça et qui va générer des prélèvements supplémentaires sur le pouvoir d'achat des salariés, mais également une augmentation du coût du travail. Donc, moins de capacité pour les entreprises à créer de l'activité, à créer de la richesse et donc à créer de l'emploi. Michael Zames. Vous avez perdu le Sénat, vous avez perdu l'Assemblée et lors des discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault, on a entendu beaucoup de bruit dans les rangs de la droite. Est-ce que ça va être ça pendant 5 ans? C'est la seule chose que vous on pouvez n'est pas faire. sur une. Vous savez, ceux qui imaginaient une opposition divisée, assommée, en seront pour leurs frais. Nous allons être une opposition à la fois unie. Ce sera que du bruit. Unie et déterminée. Attendez, ça n'est pas que du bruit. Je vous invite quand même à relire les différentes interventions des responsables de l'UMP. C'est de mettre en exergue les impasses dans lesquelles le gouvernement de gauche est en train de nous engager. On a trompé les Français pendant cette campagne avec des annonces démagogiques. Maintenant, eh bien, c'est l'épreuve de vérité. Le collectif budgétaire, ça n'est rien d'autre, c'est l'épreuve de vérité. Et donc, on n'a pas l'intention de baisser la tête gentiment ou d'aller regarder ailleurs. On a l'intention d'avoir une opposition qui n'est pas aveugle, mais simplement qui sera déterminée et qui sera très engagée et unie. On a quand même l'impression, à droite, Guillaume, on en parlait tout à l'heure, que la guerre Fillon-Copé a un petit peu annihilé tout ça. Non, écoutez, d'abord, enfin, moi, ce terme de guerre m'agace au plus haut point. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire, la guerre? C'est quoi la guerre? Non, mais attendez, ça n'a aucun sens, d'abord, sur ce type de vocabulaire. Il y a, dans un grand parti politique, après une échéance perdue, après 2 échéances perdues, présidentielle et législative, la nécessité, eh bien, d'avoir un débat démocratique et d'avoir l'élection d'un nouveau président de l'UMP. Voilà la réalité, mais arrêtons avec ces trucs. Et ce guerre, président, ça n'a aucun sens. Ce président, il a vocation à être le candidat de 2017? Déjà, maintenant? Ce sont 2 choses différentes. On l'a dit très clairement, et Jean-François Copé a été le premier à s'exprimer très clairement sur ce sujet en disant qu'il y avait 2 échéances qui étaient différentes. D'abord, organiser l'opposition autour du président de l'UMP, d'où la nécessité d'avoir cette élection et ce temps démocratique. Et puis ensuite, avant 2017, vraisemblablement 2015-2016, il y aura des primaires d'organiser pour décider qui portera nos couleurs à l'occasion de la présidentielle. Pourquoi vous, qui êtes un militant politique chevronné depuis des années, vous pensez que l'avenir de la droite, c'est Jean-François Copé? Parce qu'à un moment, il y a eu une réflexion qui est la vôtre. Parce qu'il y a plusieurs candidats, plusieurs espérances, j'allais dire peut-être plusieurs lignes politiques qui ne sont pas encore tout à fait claires, mais vous qui avez été chiracien, qui avez participé à l'expérience de Nicolas Sarkozy, pourquoi vous considérez ce matin que Copé, c'est l'avenir de la droite? Ben, écoutez, d'abord, ce que je souhaite, moi, c'est que Jean-François Copé soit candidat. C'est de sa responsabilité, il le fera le moment venu, du moins je l'espère. Je pense simplement il l'a démontré dans les 5 dernières années, il a cette capacité d'initiative, on l'a vu sur beaucoup de textes de loi courageux, c'est-à-dire parfois d'ailleurs de partir seul. Ça a été le cas au moment de la loi sur la burqa. C'était aussi le cas bien souvent lorsqu'il était au ministre du budget. Donc il a cette capacité d'initiative et puis il a aussi le tempérament. Je pense qu'il faut les deux, à la fois beaucoup de sensibilité et d'écoute, une capacité d'initiative et un tempérament. C'est pour ça que je souhaite qu'il soit candidat. Tout à l'heure, vous évoquiez justement un automne compliqué. Est-ce que vous misez justement dans cette mobilisation de l'opposition sur un décrochage de l'opinion? Parce que pour recréer des conditions politiques d'alternance, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Bon, est-ce que vous considérez justement qu'à l'automne, en critiquant la politique économique du gouvernement, vous pouvez provoquer un décrochage de l'opinion? Est-ce que vous avez l'impression que vous en trouvez dès ce matin des prémices ou pas? Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un réveil très douloureux pour les Français. D'ailleurs, on l'a vu hier, les annonces de Madame Lebranchu, ministre de la fonction publique, qui parle de rigueur, et dit que les fonctionnaires doivent se préparer à une grande période de rigueur. Et Madame Lebranchu, ça n'est pas n'importe qui. Elle est ancien garde des Sceaux, était ancien questeur à l'Assemblée nationale. C'est une responsable politique chevronnée. Or, le choix qui est fait par la gauche, qui ont séduit les fonctionnaires dans le discours, la réalité s'impose aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'il nous explique qu'il supprime le 1 sur 2, je rappelle que nous, lorsqu'on met en place le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2, on remet 50% des économies réalisées pour les aménagements de carrière et les déroulements de carrière, donc pour favoriser le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Là, ils nous disent
on ne va pas toucher au nombre de fonctionnaires, mais à masse salariale identique. Ça veut dire que ça se traduit très concrètement par une baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Donc c'est en fait ce que Madame Lebranchu a annoncé, c'est la baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ça n'avait pas été dit tout à fait comme ça pendant la campagne électorale. Merci Christian Jacob d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous. Michael, on se retrouve éventuellement demain. À demain.